Bonjour à tous. Je vous remercie tout le monde de m'avoir proposé de venir vous présenter la physiologie cardiovasculaire du sport. Moi, je suis le docteur Stauffer, je suis médecin du sport et physiologiste. Je suis le chef de service des explorations fonctionnelles respiratoires, de la médecine du sport et de l'activité physique à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et donc, on va avoir 15-20 minutes pour vous parler de physiologie cardiovasculaire du sport. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Vous n'êtes pas très nombreux, donc autant que ce soit un peu interactif. Le plan va être relativement simple. Je vais faire une brève introduction sur le système cardiovasculaire, des rappels d'anatomie, la physiologie générale du système cardiovasculaire, et puis après, la dernière partie est vraiment celle qui va, je pense, le plus vous intéresser, qui consiste à parler des réponses à l'effort. Donc l'introduction, la principale fonction et ce qu'il faut avoir en tête, et puis ce qui va nous intéresser nous pour un sujet qui fait de l'activité physique, qui fait du sport, c'est la fonction du système cardiovasculaire qui est d'être une part de la respiration. C'est grâce au système cardiovasculaire qu'on va pouvoir transporter l'oxygène qui arrive dans l'alvéole et l'amener jusqu'à la cellule qui en a besoin. Et puis c'est comme ça qu'on pourra également rejeter le CO2, c'est-à-dire que la cellule, par l'augmentation de son activité métabolique imposée par l'activité physique, va rejeter plus de CO2 et il va falloir pouvoir l'éliminer, et ce CO2 va dans un premier temps être transporté dans le sang. Mais ce n'est pas la seule fonction du système cardiovasculaire qui nous intéresse lorsque l'on fait un effort. Le système cardiovasculaire, il va également aider dans le métabolisme cellulaire, puisque c'est lui qui va transporter les nutriments. De la même manière qu'il transporte l'oxygène et le CO2, il transporte également les nutriments. Donc il va transporter les nutriments depuis le tube digestif jusque vers les cellules qui en ont besoin, mais également depuis les zones de stockage, qui sont essentiellement le muscle et le foie. Qui dit métabolisme dit consommation de nutriments et production de déchets, et donc ces déchets aussi vont avoir besoin d'être éliminés, et vont être aussi éliminés grâce à la circulation sanguine qui va transporter cette fois-ci les déchets produits au niveau des cellules, notamment les cellules musculaires pour ce qui nous intéresse, vers soit le système digestif, soit les reins. Et puis enfin, une des fonctions importantes, c'est la communication cellulaire, puisque toutes les hormones qui circulent dans le sang, elles vont devoir être déplacées, et elles sont déplacées en suivant la circulation sanguine. Et donc c'est la principale fonction finalement de notre système cardiovasculaire, c'est de mettre en mouvement tout ce qui est contenu dans le sang. Très brièvement, retenez qu'il y a trois composantes finalement de ce système, c'est qu'il y a un système qui est fermé. On a une pompe avec un circuit, des tuyaux tout simplement qui sont les vaisseaux, et puis à l'intérieur de ces vaisseaux circule du sang. Donc à chaque fois que vous allez avoir une augmentation de l'activité physique, chaque fois que vous avez une augmentation de votre activité musculaire, vous augmentez le métabolisme de vos cellules. Et donc ça va imposer que votre système cardiovasculaire y réponde à cette demande et qu'il mette en adéquation les besoins de vos cellules avec les apports qu'il va permettre. Donc très brièvement, là aussi, quelques rappels d'anatomie. Vous vous souvenez, le cœur, il est situé dans le thorax, un muscle creux, 4 cavités. Il fait à peu près la taille d'un poing fermé et il fait environ 300 grammes. On va passer peut-être un peu plus de temps là-dessus. Le cœur, il faut considérer ça comme une pompe avec deux systèmes de circulation. Une circulation pulmonaire à basse pression, une circulation systémique à haute pression. En bleu, vous avez le sang désoxygéné qui provient de la veine cave inférieure. Ouais, si, c'est bon. Qui va provenir de la veine cave inférieure et de la veine cave supérieure, qui arrive dans l'oreillette droite, qui va franchir la valve tricuspide pour se retrouver dans le ventricule droit et qui va sortir par le tronc pulmonaire et puis déboucher dans les artères pulmonaires. Il va aller au contact des alvéoles pour s'oxygéner, il va revenir par les veines pulmonaires à l'intérieur de l'oreillette gauche, puis il passe la valve mitrale, le ventricule gauche, et il ressort dans la circulation systémique à haute pression par l'aorte. Donc, quelques éléments de physiologie générale. La première des choses, c'est que le cœur il va avoir une activité mécanique qui est commandée électriquement. Pourquoi c'est commandé électriquement? Ça permet la bonne synchronisation de toutes les cavités, les unes par rapport aux autres, de manière à fournir le meilleur débit possible.
Et donc, ce qui va jouer le rôle de circuit électrique, c'est ce qu'on appelle le tissu nodal. Donc, ce tissu nodal, il est composé, comme son nom l'indique, de cellules nodales, qui sont des cellules cardiaques qui ont certaines particularités. La première, c'est d'être peu contractiles. Donc, ce n'est pas des cellules qui vont servir à l'activité mécanique. Elles sont génératrices, c'est-à-dire qu'elles peuvent être à l'origine de potentiels d'action. Elles vont jouer le rôle de pacemaker. Et puis, elles vont être conductrices, puisqu'elles vont également permettre de transmettre les potentiels d'action et transmettre le courant électrique dans le tissu nodal. On va avoir ça va s'organiser selon différentes structures d'un point de vue anatomique, en un nœud, des faisceaux et un réseau. C'est ce que vous avez représenté sur ce graphique. Très brièvement, l'influx chez un sujet sain naît du nœud sinusal. Il va passer par le nœud auriculo-ventriculaire qui va jouer le rôle de filtre. Et puis ensuite, le courant électrique va se propager le long du faisceau de His et puis vers chacun des ventricules. L'intérêt de tout ça, donc là vous avez à nouveau de représenter le cycle de dépolarisation et de repolarisation à l'intérieur du cœur. Donc on a en premier la dépolarisation au niveau des oreillettes. Ensuite, cette dépolarisation va se transmettre aux ventricules. Pendant ce temps-là, les oreillettes se repolarisent. Vos ventricules se dépolarisent, puis commencent à se repolariser à partir de la pointe du cœur, et puis jusqu'en remontant, en suivant toujours le même trajet. Ce qu'il faut retenir, c'est que la contraction cardiaque, elle intervient à la fin de la phase de dépolarisation. Que la contraction d'une cavité cardiaque, ça va avoir pour effet d'augmenter la pression à l'intérieur de cette cavité. Le sang, il va toujours s'écouler d'une zone de forte pression vers une zone de basse pression. Et donc, vous comprenez bien que tout l'intérêt de ce circuit électrique, c'est de synchroniser ces différentes phases de manière à ce que la pression dans une cavité augmente par rapport à la cavité qui suit ou alors le réseau vasculaire qui suit, de manière à ce que le sang puisse être éjecté. Et donc tout l'intérêt de ce système électrique, c'est la synchronisation et pour permettre l'activité mécanique optimale et la genèse d'un débit cardiaque le plus adapté possible. Donc sur ce graphique, vous avez de représenter cette fois-ci l'activité mécanique du cœur qui découle de l'activité électrique. Toujours pareil, vous avez le remplissage. La phase de remplissage, c'est la phase qu'on appelle la diastole. La phase de vidange, c'est celle qu'on appellera la phase de systole. Vous avez donc des diastoles auriculaires, le moment où les oreillettes se remplissent, et des diastoles ventriculaires, le moment où le ventricule se remplisse. Je repasse très vite là-dessus. On l'a vu sur les rappels d'anatomie, le circuit qu'emprunte le sang dans les cavités cardiaques. Donc l'objectif final, c'est de générer un débit cardiaque. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le débit cardiaque, c'est le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique, c'est la quantité de sang qui sort du ventricule gauche à chaque contraction cardiaque. Et donc le volume d'éjection systolique, c'est le rapport. On va parler de fraction d'éjection systolique, qui est le rapport entre le volume d'éjection systolique et le volume d'éjection télédiastolique, c'est-à-dire à la fin de la diastole. Et ce rapport, il est de 55%, c'est-à-dire qu'à la fin de la contraction de votre ventricule gauche, il n'y a que 55% du volume de sang qui était contenu dans votre ventricule qui est éjecté. Très brièvement, le réseau vasculaire, puisque c'est le réseau d'aval de votre pompe va éjecter du sang dans le réseau vasculaire. Il faut assimiler ça à des canalisations qui ont la particularité de pouvoir modifier leur diamètre. Le réseau, il est extrêmement long. Si on mettait tout bout à bout dans le corps humain chez un adulte, on approcherait les 100 000 km. Une des particularités très importantes, c'est que comme vous avez un écoulement de fluide à l'intérieur d'un vaisseau, à l'intérieur d'un conduit, cet écoulement, il va être soumis à des résistances. Et donc le débit cardiaque, ça va être le rapport entre la différence de pression à l'entrée et à la sortie du circuit, divisé par les résistances. Donc vos vaisseaux vont exercer une certaine résistance à l'écoulement,
Et plus vous aurez un gradient de pression important entre l'entrée et la sortie, plus vous aurez un débit cardiaque qui sera important. Ces résistances, elles peuvent être modifiées, et notamment elles sont modifiées par le diamètre de vos vaisseaux. Plus un vaisseau se dilatera, plus on aura une vasodilatation importante, plus on diminuera les résistances, et donc plus on aura un écoulement sanguin important, plus on aura un débit cardiaque important, à même niveau de pression. La pression artérielle, qui est un peu la résultante, vous mettez un certain débit cardiaque dans un réseau, ça va générer une pression à l'intérieur de ce réseau. Et la pression artérielle, c'est réellement la force motrice, et c'est celle qui va être responsable de l'écoulement du sang dans le réseau. Maintenant, on va passer un peu plus de temps, après tous ces rappels, sur vraiment ce qui nous intéresse principalement, sont les réponses à l'effort. Donc pourquoi le débit cardiaque augmente lorsque l'on fait un effort? C'est pour assurer les besoins métaboliques musculaires qui augmentent lorsque vous faites un effort. Lorsque vous faites un effort, vous augmentez l'activité musculaire, vos muscles ont besoin de se contracter, soit plus vite, soit plus fort, ou les deux en même temps, et donc ils vont consommer plus d'ATP. Et pour resynthétiser l'ATP, vous avez besoin à la fois d'oxygène et à la fois de substrat énergétique, notamment lorsque on utilise le métabolisme aérobie. Et on va pouvoir observer de très grandes accélérations du débit cardiaque, puisque le débit cardiaque au repos, on estime qu'il est autour de 5,5 litres par minute, et puis il va pouvoir monter chez les très grands athlètes entraînés en endurance jusqu'à 40 litres minute. Alors ce que je vous explique, ça a été théorisé par l'équation de Fick. Et l'équation de Fick, ce qu'elle dit, c'est que la VO2, c'est-à-dire votre consommation d'oxygène à un instant T, elle dit qu'elle est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en dioxygène. C'est assez logique, la quantité d'oxygène que vous consommez à un instant T, c'est égal à la quantité d'oxygène que vous amenez à la cellule, moins la quantité d'oxygène qui repart de cette cellule. Et donc le débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en dioxygène. Et donc comment va se modifier votre débit cardiaque lorsque vous faites un effort? Donc le débit cardiaque, il augmente d'autant que l'intensité de l'effort est importante, d'autant que vous avez besoin de consommer de l'oxygène. Le débit cardiaque, au maximum, il va être autour de 25 litres minute chez un sujet non entraîné, un sujet sédentaire, et il pourra aller jusqu'à 40 litres minute chez un sujet très entraîné. Sur le graphique de droite, vous avez l'évolution du débit cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort, et là, ce qui a été choisi pour monitorer l'intensité de l'effort, c'est la consommation d'oxygène. Vous voyez que donc on pourrait très bien imaginer que cette mesure elle a été faite pendant une épreuve d'effort à charge croissante, et donc on augmente l'intensité de l'effort, et vous voyez que le débit cardiaque augmente. La seule chose, c'est qu'il n'augmente pas de façon linéaire. Vous voyez que dans les premiers temps, on a une augmentation qui est plutôt rapide, un peu linéaire, et puis après on ralentit cette augmentation, on pourrait assister quasiment à un plateau. Et bien pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que le débit cardiaque, il est composé de deux paramètres: le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque. Le débit qui est généré par cette pompe, c'est le produit du volume qui est éjecté à chaque contraction cardiaque, multiplié par le nombre de contractions que l'on a par minute. Et sur ce graphique, vous avez le débit cardiaque décomposé, toujours pareil, lors d'une épreuve d'effort à charge croissante. Même chose, vous avez l'augmentation de la consommation d'oxygène. Ce que vous voyez, c'est que la fréquence cardiaque, elle augmente parfaitement linéairement. C'est pour ça que c'est un bon paramètre pour monitorer l'intensité d'un effort. Pourquoi on utilise des cardiofréquencemètres lorsque l'on veut monitorer l'intensité d'un effort? C'est parce qu'on a une augmentation linéaire de la fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort. Et on sait que donc à telle fréquence cardiaque, on se situe à telle intensité d'effort. En revanche, pour le volume d'éjection systolique, vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. On a dans un premier temps une augmentation linéaire, puis après l'augmentation est extrêmement faible. On atteint un plateau. Donc comment évolue le volume d'éjection systolique à l'effort? Il va augmenter jusqu'à peu près 50% du niveau de la VO2 max, et au-delà, le débit cardiaque n'augmente que par l'augmentation de la fréquence cardiaque. L'augmentation du volume d'éjection systolique, en valeur relative, chez le sujet sédentaire ou le sujet très entraîné en endurance, ce sera exactement la même chose. On aura une augmentation de 50%. La seule différence, c'est que chez un sportif qui est très entraîné en endurance, on aura un volume d'éjection systolique au repos qui est nettement supérieur. Ce qui explique que lorsque vous avez un sujet sédentaire, le volume d'éjection systolique il va passer de 50 au repos à 100 au maximum.
contre un passage de 100 à 200 chez le sportif. Donc vous voyez que ça permet d'accélérer quand même nettement plus fort le débit cardiaque chez le sujet sportif qui est entraîné en endurance. Une des conséquences de tout ça, c'est que le sujet qui est entraîné en endurance, vous l'avez tous remarqué, il a une fréquence cardiaque de repos qui est plus faible. Pourquoi il a une fréquence cardiaque de repos qui est plus faible? Parce qu'il a un volume d'éjection systolique de repos qui est plus important. Et donc il peut se permettre, comme à chaque contraction, il éjecte une quantité de sang plus importante, il peut se permettre d'éjecter moins souvent le sang, d'avoir une fréquence cardiaque plus faible. Alors maintenant, si on s'intéresse à la réponse à l'effort de la fréquence cardiaque, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une augmentation qui était parfaitement linéaire en fonction de l'intensité de l'effort. Mais la pente, le coefficient directeur de la droite qui représente l'évolution de la fréquence cardiaque en fonction de l'intensité d'effort, vous voyez que ce n'est pas la même entre, en rouge, un sujet qui est plutôt sédentaire et en vert, un sujet qui est entraîné en endurance. Donc vous avez tous les deux sujets qui ont des âges relativement proches. Ils vont tous les deux atteindre la même fréquence cardiaque maximum. En revanche, le sujet qui est sédentaire, il va avoir une accélération beaucoup plus rapide de sa fréquence cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort. Donc, plus vous êtes entraîné en endurance, plus vous allez pouvoir aller loin dans l'intensité de l'effort, mais vous allez atteindre la même fréquence cardiaque maximum. On y viendra à la fin de la présentation, mais l'entraînement n'a aucun effet, ou très peu d'effet, sur la fréquence cardiaque maximum. En revanche, ce qui va se passer, c'est qu'à même intensité d'effort, vous voyez là une consommation d'oxygène de 1 litre minute, vous voyez que la fréquence cardiaque du sujet entraîné, elle est beaucoup plus faible que celle du sujet qui est sédentaire. Alors, très brièvement, vous allez avoir d'autres présentations qui vont approfondir le sujet. La réponse à l'effort de la fréquence cardiaque, elle dépend de deux tonus. Vous savez qu'on a la fréquence cardiaque, elle est régulée par le système nerveux autonome et qu'on a deux tonus qui sont en équilibre, le tonus parasympathique et le tonus sympathique. Retenez que le tonus parasympathique, c'est le tonus qui prédomine pour les efforts de faible intensité ou alors pour le repos, et que le sympathique, c'est plutôt pour les efforts violents, dès lors qu'on a une intensité qui dépasse 50% de la VO2 max. Je vous fais un petit aparté. Bon nombre d'entre vous ont sûrement des montres connectées qui calculent des périodes de récupération après un effort. Ces montres connectées, elles fonctionnent sur la variabilité de la fréquence cardiaque, et notamment de l'intervalle RR. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir une idée du tonus de la balance sympatho-vagale, c'est-à-dire de l'équilibre entre le tonus sympathique et le tonus parasympathique. En gros, lorsque vous faites un effort, et notamment un effort très intense, vous augmentez votre tonus sympathique, vous stressez votre système nerveux autonome, et ça, votre montre cardiofréquence-mètre, elle est capable de le mesurer, et plus vous avez stressé votre tonus sympathique et plus vous avez détérioré le tonus parasympathique, plus vous avez besoin d'une période de récupération longue. Donc c'est comme ça que ça marche sur vos montres cardiofréquence-mètre. Donc dans notre équation de Fick, on a vu que le débit, la consommation d'oxygène, elle était égale au débit cardiaque multiplié par la différence artério-veineuse en dioxygène. Donc comment évolue cette différence artério-veineuse lorsque l'on fait un effort? Eh bien, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez de représenté sur ce graphique. Donc c'est toujours la même chose, c'est toujours en fonction de l'intensité de l'effort. Donc on peut très bien imaginer, encore une fois, un effort à charge croissante. Vous voyez que la consommation d'oxygène augmente, donc l'intensité de l'effort augmente. Et vous avez votre concentration artérielle en dioxygène qui augmente très légèrement. Elle augmente très légèrement en fonction de l'intensité de l'effort parce qu'on voit apparaître une légère hémoconcentration. Mais si on maintenait le volume plasmatique, on n'aurait pas de modification. Et puis vous voyez que la concentration veineuse en dioxygène, elle baisse grandement, ce qui fait que le gradient, la différence artério-veineuse en dioxygène, va augmenter à l'effort. Autrement dit, lorsque vous faites un effort, non seulement vous déplacez plus vite le sang et l'oxygène, mais vous extrayez également mieux l'oxygène du sang. Alors maintenant, on a vu comment s'adapter la pompe lorsque vous faites un effort. Ce que l'on va voir, c'est comment les vaisseaux, ce qu'on pourrait appeler l'adaptation périphérique, répond à l'augmentation de l'activité physique. Et pour ça, il y a une autre équation que vous connaissez probablement, c'est que le débit cardiaque, il est égal à
la pression artérielle divisée par les résistances vasculaires. Et donc, on va s'intéresser à chacun de ces paramètres. Alors, comment évolue la pression artérielle lorsque l'on fait un effort? Normalement, chez un sujet sain, tout ce que je vous présente, c'est chez le sujet sain. La pression artérielle à l'effort, elle va avoir tendance à augmenter et sur son versant systolique. C'est-à-dire que la pression artérielle systolique va augmenter en fonction de l'intensité de l'effort. En revanche, la pression artérielle diastolique, elle, va rester relativement stable. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la pression artérielle, elle augmente d'autant plus fort que vous faites des exercices qui sollicitent les membres supérieurs. On aura moins de variation de la pression artérielle lors des exercices qui sollicitent uniquement les membres inférieurs. Les résistances périphériques aussi, elles vont se modifier. Donc là, c'est pareil, toujours le débit cardiaque en fonction de l'intensité de l'effort, ou alors là, même au début, vous êtes au repos. Ce que vous observez, c'est que le débit cardiaque va énormément augmenter, va énormément se redistribuer vers les muscles. C'est assez logique. L'objectif de la réponse cardiovasculaire à l'effort, c'est d'apporter plus de sang et plus d'oxygène et de nutriments vers les muscles. Ce que vous voyez également, c'est qu'au niveau de la peau, ça augmente légèrement. Pourquoi la vascularisation cutanée augmente? C'est pour la thermorégulation. Un des enjeux aussi lorsque l'on fait de l'activité physique, c'est être capable de maintenir sa température constante. Sur des efforts intenses et prolongés, c'est un enjeu puisqu'une part de l'énergie que vous dépensez n'est allouée qu'à la thermorégulation. Et bien évidemment, si vous augmentez le travail du cœur, il va consommer plus d'oxygène, donc il va avoir besoin d'apports sanguins un peu plus importants. Et ce que vous voyez, c'est que les viscères abdominaux et notamment le rein, et bien là, la part du débit cardiaque va s'abaisser. On a donc une redistribution du débit cardiaque vers essentiellement le muscle et au détriment des viscères abdominaux. Et ça, c'est une des principales causes d'abandon, notamment en ultra-trail ou dans les épreuves d'endurance, ce sont les troubles digestifs. Si vous vascularisez moins bien votre système digestif, et bien forcément, vous allez avoir un système digestif qui va être moins performant, qui va être plus perméable. On a ce qu'on appelle des phénomènes de translocation bactérienne, c'est-à-dire des bactéries qui sont contenues dans la lumière du tube digestif, qui vont partir là carrément dans les cellules digestives, et ça va entraîner des troubles digestifs, des troubles du transit, nausées, vomissements, des difficultés à s'alimenter, et c'est un des grands enjeux dans les épreuves d'endurance et notamment d'ultra-endurance. Ça, je vous l'ai mis cet article parce qu'il me semblait intéressant, notamment pour votre future activité professionnelle. C'est une méta-analyse qui évalue l'impact de différents types d'activités physiques sur le système cardiovasculaire et en détachant si on fait un effort aux membres supérieurs ou des petits muscles ou des petits chefs musculaires ou un effort aux membres inférieurs, et puis également si on fait un effort dynamique ou un effort isométrique, puisque vous avez probablement entendu parler d'une contre-indication. En fait, jusqu'à présent, on avait tendance à contre-indiquer les efforts isométriques, puisqu'on disait qu'ils augmentaient énormément la pression artérielle et qu'ils étaient dangereux pour le système cardiovasculaire. Et finalement, dans cette méta-analyse, ils ont repris la plupart des études qui ont été faites sur cette thématique, et c'est ce que vous avez de représenté. Si on s'intéresse dans un premier temps aux membres supérieurs, vous voyez qu'aux membres supérieurs, les deux augmentent la pression artérielle, qu'on fasse de l'exercice dynamique ou de l'exercice isométrique, et avec plutôt une augmentation qui est équivalente en termes d'augmentation de la pression artérielle. Donc finalement, la première des choses, ça laisse à penser que faire de l'isométrique ou du dynamique, c'est pas plus à risque sur le système cardiovasculaire, notamment en termes de pression artérielle, si vous faites du dynamique, bien sûr, vous avez une activité motrice qui est plus importante, une activité mécanique qui est plus importante, donc vous augmentez plus votre fréquence cardiaque. Le volume d'éjection systolique est peu modifié. Du coup, forcément, le débit cardiaque, il est plus augmenté puisque vous augmentez plus votre fréquence cardiaque. Et ça a soit pas d'effet, soit une légère baisse sur les résistances vasculaires périphériques. Tandis que, ça c'est la seule grosse différence qu'on ait, lorsque vous faites un exercice isométrique, donc cette fois-ci en résistance au niveau du membre supérieur, vous allez augmenter les résistances périphériques.
Si on s'intéresse maintenant aux membres inférieurs, eh ben, c'est pareil, hein, aux membres inférieurs, qu'on fasse un exercice dynamique ou isométrique, finalement, en termes de pression artérielle, les études sont assez discordantes. Il y a des études qui vous disent que l'isométrique augmente la pression artérielle, d'autres que ça baisse, enfin, que ça augmente moins la pression artérielle, et d'autres qui disent qu'il n'y a pas de différence entre isométrique et dynamique. Donc finalement, si on regarde, on a à peu près la même chose que ce qui se passe aux membres supérieurs. C'est-à-dire que si vous faites du dynamique, bah, vous augmentez plus votre fréquence cardiaque. Il y a peu de différence en termes d'augmentation du volume d'éjection systolique, et que bien évidemment, bah, le débit cardiaque va être plus augmenté lorsque vous faites un exercice dynamique. Et sur les résistances vasculaires périphériques, bah, là pareil, on revoit le comportement opposé, c'est-à-dire que les résistances périphériques augmentent lorsque vous faites un exercice isométrique, tandis qu'elles baissent lorsque vous faites un exercice dynamique. Donc voilà, ça veut juste dire que bien sûr, il faut rester prudent lorsqu'on fait un exercice isométrique, mais que finalement, la preuve que ce soit très délétère pour le système cardiovasculaire, quand on regroupe un peu toutes les études, elle n'est pas si certaine que ça. On va finir par les effets de l'entraînement, à quel point le fait de s'entraîner en endurance permet de modifier le système cardiovasculaire. La première des choses, c'est quand on s'entraîne. Imaginons, on prend un sujet qu'on a entraîné pendant 8 semaines, qu'on l'a entraîné en endurance, et on va voir comment il se comporte à l'effort sous-maximal. À l'effort sous-maximal, le débit cardiaque va être non modifié. C'est-à-dire qu'un patient, on va prendre un cycliste, vous prenez un cycliste, vous l'avez entraîné pendant 8 semaines en endurance, vous le remettez à 150 watts, et bien 150 watts, après 6 à 8 semaines d'entraînement, il aura toujours le même débit cardiaque. En revanche, il aura une meilleure efficience, c'est-à-dire qu'il aura une fréquence cardiaque qui sera plus faible. Pour maintenir ce même débit cardiaque, plutôt que d'accélérer énormément la fréquence cardiaque, il aura une fréquence cardiaque un peu plus faible et un volume d'éjection systolique plus important. L'autre chose, c'est qu'il aura aussi créé plein de nouveaux vaisseaux, plein de capillaires au niveau de ses muscles, et ça lui permettra d'extraire plus facilement et mieux l'oxygène. Qu'est-ce qui se passe à l'exercice maximal? Le débit cardiaque maximal, il va être augmenté. Alors encore une fois, retenez bien que la fréquence cardiaque maximale, elle évolue que très peu. Donc vous avez beau vous entraîner très fortement, vous n'augmenterez pas votre fréquence cardiaque maximale, mais comme vous avez fait progresser votre volume d'éjection systolique, et bien forcément le débit cardiaque maximal est augmenté. Et alors, quels sont les autres effets de l'entraînement et notamment des sports d'endurance? C'est que vous avez une augmentation de la masse sanguine. Alors pourquoi je parle d'augmentation de la masse sanguine et pas de concentration d'hémoglobine? C'est-à-dire que vous pouvez augmenter votre masse sanguine à même concentration d'hémoglobine. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un bon paramètre pour évaluer la quantité d'hémoglobine. La masse sanguine, c'est la quantité en valeur absolue d'hémoglobine que vous avez dans l'organisme. Lorsque on fait de l'activité physique, vous l'avez vu, on a une redistribution du débit cardiaque et notamment on perfuse un tout petit peu moins bien ses reins, et ça c'est interprété comme une hypoperfusion et ça va stimuler l'érythropoïèse et ça va permettre de fabriquer plus de globules rouges. Donc vous allez avoir une quantité d'hémoglobine qui sera plus importante. Cette quantité d'hémoglobine, pour maintenir une même concentration d'hémoglobine, si on veut avoir la même concentration, on va augmenter le volume de dilution de votre hémoglobine et donc on va augmenter le volume plasmatique. Et donc tout ça, ça a pour effet que finalement un sportif entraîné en endurance, il a un volume sanguin qui est plus important qu'un sujet sédentaire. Et une des conséquences de tout ça, c'est qu'un sujet entraîné en endurance, une des explications, c'est qu'il va avoir une augmentation des cavités droites. Et donc les sujets entraînés en endurance, et c'est quelque chose qu'on voit bien chez les cyclistes, ils ont des cavités droites qui sont dilatées et qui sont plus à risque de troubles du rythme cardiaque. Alors en conclusion, le système cardiovasculaire, c'est un système qui est fermé, dont l'objectif principal est de générer le débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est ce qui assure le transport de l'oxygène et du nutriment jusqu'aux cellules. Et chacun des composants du système cardiovasculaire va répondre à l'augmentation de l'intensité de l'effort. Et donc, on aura un débit cardiaque qui sera à chaque fois augmenté et qui permettra de répondre aux besoins musculaires.
Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, je vous remercie.